Et voilà, nous sommes donc en compagnie de Madame Dion Sompléi Micheline, PCA de la CEMATFA, coopérative des marieuses et transformatrices des produits halieutiques d'Abidjan, PCA de l'USCOFEP Côte d'Ivoire, l'Union des sociétés coopératives des femmes de la pêche de Côte d'Ivoire et secrétaire générale de la FENASCOP Côte d'Ivoire, mère de 4 enfants. Alors, pour démarrer votre témoignage, il est bon de savoir que vous êtes titulaire d'un BTS en gestion commerciale en 2001. En 2002, vous faites une spécialisation dans le commerce inter et vous êtes malheureusement contrainte de mettre fin à vos études malgré le niveau Bac plus 3. Bien sûr. Que s'est-il réellement passé? Effectivement, après le BTS, après la spécialisation bien sûr en commerce, j'ai mon grand frère qui me soutenait beaucoup. Et il est navigateur. Il faisait les longues distances et il a eu un accident. Et depuis là, il a arrêté. Donc, j'ai perdu un soutien fort. Et puis bon, j'ai décidé de revenir dans l'activité. Parce que l'activité est une activité de génération. J'ai décidé de revenir dans l'activité puisque vous étiez étudiante. Bien sûr. Est-ce que c'était une activité parallèle? Ce n'était pas une activité parallèle, mais pendant les vacances. D'accord. On s'activait à ça. On arrivait même à soutenir la famille, à payer une partie de la scolarité. Et avec ce soutien, après ce soutien fort qui n'est plus, qui a perdu l'emploi à cause de cet accident, je suis revenue à l'activité et faire de cette activité-là une profession définitivement dans ma vie. Et quand vous décidez de vous investir totalement, corps et âme dans cette activité, quelles sont les étapes par lesquelles vous passez? D'abord, ça n'a pas plu à l'entourage. Parce que savoir que je passais là pour aller au cours et du coup, je reviens dans le même secteur pour venir m'asseoir derrière un petit plateau de poissons, ça bousculait un peu beaucoup de choses. À commencer par la famille? À commencer par la famille d'abord. Jusqu'aux amis? Mais j'ai eu quand même un petit soutien au niveau de la famille. Ma mère était avec moi. Elle a dit, il n'y a pas de sous-métier. Je pense que ce que tu fais, si tu le fais bien, on le verra bien. Mais quand même, au niveau des amis, au niveau de certaines connaissances, ça n'a pas été facile. Mais vous-même, je veux dire, il y a le regard des autres intérieurement. Vous, derrière ce poisson, avec votre niveau intellectuel, je suis sûre que vous étiez super intelligente. Qu'est-ce que vous ressentiez au fond de vous? Intérieurement, j'étais forte quand même. Parce que après, j'avais quand même le niveau. Et quand je me suis présentée dans certaines entreprises, le salaire qu'on m'avait proposé, vu ce que je pouvais avoir dans le poisson, même dans les vacances, ça ne m'a pas tout de suite intéressée. Je me suis dit, si j'organise bien ce que je fais et très bien, je pense que je pourrais avoir des résultats. En même temps, la question que je me pose, c'est si l'activité était aussi rentable, pourquoi n'avoir pas décidé d'en faire, on va dire, un tremplin pour assurer vos études? J'ai eu l'idée à partir d'un certain moment. Mais j'avais voulu... j'ai continué un peu et aujourd'hui, je pense que je n'ai pas choisi le mauvais chemin. D'autant plus que le poisson m'a conduit à un niveau. Et j'ai eu, après avoir continué dans ce poisson, j'ai eu pratiquement plus de 16 diplômes à travers... Plus de 16 autres diplômes dans les ateliers, dans les conférences. Voilà, des diplômes de participation qui ont encore renforcé ma connaissance. Et vu tout ce que j'avais déjà un niveau, et donc je me suis lancée surtout dans le plaidoyer pour les femmes au niveau national, au niveau africain et même au niveau international. Et il faut dire que vous êtes passé de la pêche au fumage du poisson. On veut bien savoir le fumage du poisson, cette activité que toutes ces femmes exercent aujourd'hui, qui n'est pas du tout aisée. Dites-nous un peu comment est-ce que vous avez démarré et quelles sont les difficultés auxquelles vous étiez confrontée? Juste après les études, je suis venue quand même avec une petite somme qui n'atteint même pas 5 000 francs. Et donc, j'ai commencé petit à petit. Et ça, c'était vraiment au plus fort au niveau de... En 2002, je crois, mais c'était un moment difficile quand même au niveau du pays. Et donc, j'achetais le poisson, je le fumais et je partais revendre dans le plateau. Mais après... J'ai continué pendant longtemps, mais le fumage est une activité qui est très difficile parce qu'on faisait le mariage, la transformation et ensuite
la commercialisation, même la distribution. Mais le fumage est une activité qui est très difficile en ce moment parce qu'on fume sur les petites barriques. Et on est en contact direct avec la fumée, la chaleur du feu, la chaleur même du soleil aussi parce qu'il n'y avait pas d'abri conséquent. Et puis le vent, on est exposé au vent, à la pluie. Et vu toutes ces conditions-là, je pense même que j'ai eu un grave problème parce que j'ai perdu, j'étais en début, et compte tenu du fait que j'étais vraiment courbée sur le feu et à plusieurs reprises, en début de grossesse. Oui, je n'ai pas fait attention. Et les semaines qui ont suivi, j'ai perdu l'enfant. Et donc, j'ai compris tout de suite que ce n'était pas de moi seule qu'il s'agissait, mais de l'ensemble des femmes qui travaillent, qui font ce fumage-là. Et je pense que le temps nous a donné raison, parce que quand le département de géographie tropicale, avec professeur Anno, sont venus pour faire une expérience avec le CHU de Yopougon sur la santé des femmes au travail dans le secteur de la pêche, il s'est relevé des graves maladies que ces femmes-là développaient, parce qu'elles étaient... Oui, au moins on a fait l'expérience sur 80 femmes. L'échantillon... Quelques maladies Oui, l'échantillon a porté sur 80 femmes, bien sûr. Puisqu'elles sont régulièrement en contact avec le feu, donc le fait, avec la fumée bien sûr, d'aspirer régulièrement chaque jour du matin au soir. Parce que le fumeur, au moins, lui, il se repose. Mais la femme, elle est régulièrement dans cette fumée-là. Et ce n'est pas la fumée de bonne qualité, surtout c'est le bois d'EVA. Et étant en contact avec la chaleur aussi, il y a des femmes qui ont détecté des cas d'anémie, des cas même de cancer de poumon. Oui, au niveau de ces femmes. Des maux d'yeux régulièrement que ces femmes ont, et puis des maux de tête. Ça, c'est ce qu'on a pu détecter tout de suite après cet examen-là. Et on a compris qu'il fallait porter le plaidoyer au plus haut niveau. Et ça, c'est ce qui concerne, en ce qui concerne les cas de maladie, sinon il y a eu des cas de mort. Oui, il y a eu des cas de mort, il y a eu des pertes de vie en vie humaine. Mais qu'est-ce on s'est dit? Au départ, l'Africain, il est un peu sceptique. On s'est dit, c'est ce problème de sorcellerie, elle a dû faire quelque chose qui n'est pas bon. Mais les cas de décès sont réguliers. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait faire attention. Et par rapport aux différentes maladies, je veux dire que ce n'est pas tout. Parce que moi, j'ai écouté le témoignage d'une dame qui exerçait cette activité-là, qui devait effectuer un voyage et elle s'est rendue compte qu'elle avait perdu ses empreintes digitales à cause de cette activité. Donc, elle n'a pas pu effectuer le voyage, mais elle ne savait pas à quel danger elle était exposée lorsqu'elle fumait le poisson. Donc, pour dire que c'est quand même grave. C'est quand même grave parce qu'avec ce cas-là aujourd'hui, on a des femmes aussi que le médecin a interdit complètement le fumage de poisson. Parce que si elle continue, elle expose sa vie à la mort. Et donc, on a récupéré ces femmes et on les a reconverties dans d'autres activités. Parce que l'activité de la pêche, ce n'est pas seulement la pêche, ce n'est pas seulement le mariage, la transformation ou alors la commercialisation, mais il y a beaucoup d'autres activités connexes qui convergent vers ces activités-là dans lesquelles les jeunes et les femmes, et surtout ces femmes qui sont aussi invalides, peuvent faire pour pouvoir gagner leur vie. Je voudrais revenir quand même sur ce qui vous concerne, sur votre témoignage. Alors, vous avez dit quelque chose de grave tout à l'heure, c'est-à-dire dans vos débuts, dans le début de l'activité, vous perdez votre enfant, enfin, vous faites une fausse couche. Je veux dire, après donc, cette étape, qu'est-ce que vous dites? Je continue, j'arrête. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous avez continué. Qu'est-ce qui vous a donné la force, le courage de poursuivre? Après cette étape, on a eu aussi d'autres petits problèmes. Mais l'objectif est que vraiment après cette étape, je n'ai plus eu d'ambition dans la pêche. Mais j'ai commencé à avoir une vision. Mais vous l'avez vécu difficilement quand même? Très difficilement, ça a été très difficile. Mais après, je me suis spécialisée un peu dans le mariage. J'ai continué dans le mariage pendant longtemps avant de faire la transformation. Mais quelques années plus tard, quand même, avec toutes ces difficultés, à force de crier, de parler, il y a la FAO qui, depuis l'industrie des pêches de la FAO, au siège de la FAO à Rome, qui ont porté la réflexion sur le travail des femmes, surtout comment limiter les pertes après capture. Parce que ce n'est pas seulement la santé des femmes, mais les femmes perdaient beaucoup d'argent après ces captures-là. Parce qu'un autre mal, ce n'est pas seulement de pêcher,
Mais l'impact, c'est de faire des pertes après capture. Tout ce gaspillage de poissons. Ces pertes-là, bon, surtout que les femmes pêchent, elles fument le poisson sur des petites barriques. Évidemment, il faut finir de fumer l'autre avant de prendre ce qui est dans la barrique, dans la cuvette. Et donc, ça faisait perdre beaucoup d'argent aux femmes. Et la FAO a axé une réflexion sur ce pan-là. Et en 2013, nous avions participé à un atelier à Lomé sur les pertes après capture. Comment limiter ces pertes-là? Comment limiter ce gaspillage d'argent? Comment limiter ce gaspillage qui avait un impact sur la sécurité alimentaire? Parce que la pêche, c'est aussi la sécurité alimentaire. Et donc, après cet atelier, on a sorti les premiers fours qu'on appelait les fours FTT, les fours de FAO de technique Tcharoy. Ce sont des fours électriques, si je ne me trompe. Non, ce ne sont pas des fours électriques, mais le dispositif qui est mis en place permet à la femme de ne plus être en contact avec la fumée. Parce qu'il y a une cheminée de fumée. Ah, ça, c'est déjà bien. De mettre en place un générateur de fumée dans lequel la fumée est nettoyée avec l'éponge végétale mouillée et une plaque à graisse qui permet à la graisse de ne plus descendre sur le poisson pour provoquer certains produits chimiques comme les HAP. Mais est-ce que ça peut avoir le même goût que nos poissons? Parce que souvent, c'est le goût aussi qu'il faut passer de façon artisanale comme ça, quand c'est bien fumé, le goût, ce que vous dites là, c'est trop, quand ça devient trop complet. Elle est quand même pertinente, sa question. L'expérience vaut mieux que la science. Oui. On aura tout à l'heure un petit truc à la sortie. L'expérience vaut mieux que la science. Mais aujourd'hui, on a ces fours-là. Oui, en termes de goût, on ne peut pas expliquer. C'est vraiment très bon. En termes de qualité, c'est vraiment très bon. En termes d'hygiène, c'est vraiment bien. Donc, je pense que quand on réunit toutes ces conditions-là dans le travail, surtout en matière d'alimentation, il faut qu'on félicite quand même ceux qui ont eu l'idée de faire ça. Voilà. Et ce genre de four moderne, là, vous en avez combien au total ici en Côte d'Ivoire? Aujourd'hui, au départ, on a la FAO, on a eu le prototype avec 2 fours. Ensuite, on a fait la vulgarisation sur 4 sites de Grand Laou, Guessabo, Makori, c'est-à-dire à Noumambo, et nous. Après ça, avec la coopération marocaine, on a eu 18 fours de encore plus grande capacité de ce que la FAO a donné, c'est-à-dire des fours qui peuvent prendre 200 à 250 kilos par fumage. Sur là où on fumait pendant 7 heures à 8 heures, aujourd'hui, on a 2h30 de fumage. Ah, ça brille, hein. On a la qualité. On a les limitations en matière d'intrants, c'est-à-dire le bois, parce qu'on faisait beaucoup de gaspillage aussi sur le bois et puis le charbon aujourd'hui avec le système qui est mis en place, parce que c'est des briques réfractaires qu'on utilise, qu'ils ont utilisées. Donc la chaleur est concentrée à l'intérieur. Et donc, le fumage est rapide parce que la chaleur est concentrée à l'intérieur. Aujourd'hui, quand vous voyez ces femmes-là fumer, je pense que c'est quand même un plaisir. C'est quand même un plaisir. Et la photo qu'on a dans le fond Oui, ça c'est lors de l'inauguration du débarcadère que le roi a donné, en collaboration avec l'État de Côte d'Ivoire. On a pratiquement tout dans le site. On a 18 fours de ces grandes capacités. Mais c'est quand même peu, hein, parce que selon les chiffres que vous nous avez donnés, on a moins de 25 fours pour toute la Côte d'Ivoire. Donc pour dire que la plupart de ces femmes sont encore, on va dire, à cette étape, dans cette activité, l'exercent de façon artisanale. Avec le ministère, nous sommes à l'étape de vulgarisation aujourd'hui. On a aussi le même débarcadère dont j'étais en train de citer les choses qui sont à l'intérieur, la garderie d'enfants, la salle de soins, la halle de crier, les magasins de stockage, on a la fabrique de glace, on a toutes ces choses-là avec la chambre froide. On a le même type qui est représenté à Grand Laou. On a posé récemment la pierre de celle de Bassam. Nous sommes dans la phase de vulgarisation. Je pense qu'avec l'objectif que le président de la République s'est fixé, on va atteindre cet objectif-là en donnant ces fours à toutes les femmes, vraiment pour leur permettre de s'autonomiser, de leur permettre de renforcer leurs revenus, d'améliorer leurs conditions de travail et de vie. Et je pense que c'est quelque chose qui est très bien pour les femmes. Et Dr Philo parlait justement de l'odeur. On sait que l'odeur du poisson est très têtue. Oui. Et comment vous faites pour ne pas indisposer vos conjoints, vos époux?
C'est pour cela nous tenons à saluer tous ceux qui sont en train de nous aider. D'accord. L'odeur de poisson aujourd'hui n'est pas tel qu'il était avant. Avant, pratiquement, on est sur le four, mais ça a diminué. Alors, même si ça n'a pas changé, ça a diminué. Madame Dion, nous allons marquer une pause puisque la pub s'impose. On se retrouve dans quelques instants. Information, culture, surprise avec des témoignages à la fois édifiants et renversants, le tout dans un cocktail de bonne humeur. Allez, retrouvez-nous du lundi au vendredi à partir de 12h. Car à 12h GMT, on est tous... C'est fini. Ce midi, et juste avant la pub, nous échangions bien sûr sur le parcours de notre invitée témoin, Madame Dion, qui malgré un bac plus 3, a décidé de se lancer dans l'activité du fumage de poissons, particulièrement, j'allais dire, dans tout ce qui est halieutique, puisque vous êtes passé aussi par la pêche, par la transformation, jusqu'à ce que vous arriviez au fumage et bien sûr à la commercialisation. Aloucène, d'ailleurs, juste avant la pub, avait une question pour vous. Effectivement, parce que vous avez commencé vraiment au bas de l'échelle et je suis vraiment surpris et agréablement par votre ascension. Comment on fait pour arriver à être un leader, sinon la présidente de plusieurs associations dans le secteur halieutique? Je pense qu'on est parti d'abord d'une association pour venir progressivement en coopérative sous la loi 97, pour s'ériger en loi OHADA aujourd'hui. Et aujourd'hui, il y a en place une union des sociétés coopératives des femmes de la pêche, dont l'ensemble des coopératives sur le territoire, à partir d'Abidjan, Grand Baribi, San Pedro, Grand Lao et autres. Et être à l'intérieur d'une fédération qui est la FENASCOPSI, qui est la Fédération nationale des sociétés coopératives de pêche, dont je suis la secrétaire générale. Et il faut fumer beaucoup de poissons pour être là aussi. Mais bien sûr. Voilà, on a de l'expérience. Mais vous parlez de 18 fours tout à l'heure. Quelles sont les femmes qui ont accès à ces 18 fours-là que vous avez pour le moment? Quels sont les critères? Parce que déjà, je sais qu'à Bobo Doumé, il y a des femmes en bordure de lagune qui sont là, qui nous suivent. Ah, la femme, elle est bien, pas le groupe français. Elle a le président, le roi du Maroc. Comment elle peut avoir four? Comment elles font pour avoir accès à ces fours-là? Effectivement, bon, je pense que individuellement, aujourd'hui, c'est difficile d'aider les femmes. Mais quand elles sont regroupées au sein des associations, au sein des coopératives, c'est plus facile de les aider. Mais ces 18 fours ont été donnés aux femmes de la coopérative. Mais nous appelons aussi à travers ça tout le monde, toutes les femmes à venir. Parce que aussi dans la coopérative, c'est plusieurs secteurs d'activité. Il y a des femmes qui sont spécialisées dans le mariage. D'accord. Il y a des femmes qui sont spécialisées dans la transformation, dans le fumage. Et justement, quand vous dites que les femmes sont spécialisées dans le mariage, c'est quoi exactement? Le mariage, c'est le fait de marchander directement dans la pirogue ou alors dans le bateau. Et elles achètent directement le poisson. Et c'est les jeunes qui font le débarquement. Donc c'est tout ce système-là qu'on appelle le mariage. Elles prennent le risque d'aller quand même sur les pirogues. Oui. Au niveau d'Abobo Doumé, on n'avait pas le débarcadère. Donc les femmes descendaient dans l'eau pour échanger directement avec le pêcheur. Mais aujourd'hui, c'est un autre système qui est là. Il y a le poton flottant où les femmes sont arrêtées et le pêcheur est dans la pirogue et ils discutent. Quand ils ont fini de faire le prix du poisson, on fait les bassines de poissons et c'est les chargeurs qui envoient le poisson vers la halle. Je n'ai pas perdu tout de même le fil de ma question par rapport à l'odeur juste avant la pub. On en parlait justement, vous nous avez dit non, les techniques ont changé aujourd'hui. Donc Philo vous demandait, donc le poisson n'a plus la même odeur. Alors, de quelle technique usez-vous pour atténuer ou pour faire disparaître l'odeur du poisson? Il faut dire que déjà, au niveau du fumage, le système qui est mis en place déjà, la femme n'a même pas contact avec le feu. Déjà que la fumée passe déjà dans la cheminée pour ressortir en haut. Et le générateur de fumée en place permet de nettoyer la fumée même qui va sur le poisson. Parce que l'éponge végétale est mouillée. Et donc, tout ce qui est... On provoque le feu, donc la fumée, et tout ce qui est fumée qui doit aller pour parafumer le poisson est nettoyé avec l'éponge végétale. Donc, tout ce qui est toxine là-dessus est retenu par l'éponge végétale mouillée. Et c'est la fumée nettoyée qui va pour parafumer le poisson. Alors, dans ce cas, en tant que président de coopérative, que faites-vous concrètement pour que toutes les femmes
fumeuses de poissons puissent disposer de cet appareil-là? Je pense, nous continuons toujours le plaidoyer auprès de notre gouvernement, auprès des institutions, auprès des ONG, auprès des OIG, les organisations intergouvernementales, auprès des personnes ressources, auprès de toutes les entreprises, auprès de tous ceux qui peuvent aider ces femmes à travailler correctement, à travailler dans de bonnes conditions, à améliorer leurs conditions de travail, de vie. Parce qu'aussi, on sait que dans les communautés de pêche, c'est les femmes qui sont la base de la cellule familiale pour l'éducation des enfants, l'aide à la maison, le travail, tout ça. Et c'est une manière de leur dire que ces femmes ont besoin de ces fous. Et il serait très important que lors de la vulgarisation, qu'il soit pris en compte l'ensemble des coopératives sur le territoire. Je pense qu'à ce niveau, au niveau de la fédération, le président de la fédération nous aide beaucoup dans ce sens, à travers le plaidoyer, à travers les institutions, auprès des partenaires. Comment faire pour aider les femmes? Vraiment, le président Bakayoko Mamadou fait beaucoup dans ce sens. Mais dites-moi, aujourd'hui, vous n'avez aucun regret? Vous ne vous dites pas, si j'avais peut-être poursuivi mes études, je ne serais pas en train de fumer le poisson, je ne serais pas en train de vivre toutes ces difficultés, peut-être que je serais au sommet d'une entreprise, non? Je pense déjà que je suis au sommet d'une entreprise. Bien sûr. Je n'ai vraiment rien à envier aux autres. D'autant plus qu'en moins de 5 ans, je pense bien de 2013, de 2013 à 2018, j'ai fait pratiquement beaucoup de pays dans le monde. Au niveau du Kenya, on a été au niveau à l'UAIBA, au Bureau interafricain des ressources animales, pour porter le plaidoyer des femmes à Bruxelles, au sein de la Commission de l'Union européenne, à la FAO, à Barcelone, à Madrid, pour porter le plaidoyer des femmes à tous les niveaux où se prennent des décisions pour ces femmes-là. Je pense que je n'ai vraiment rien à envier, mais je continue de porter mon plus dans le secteur de la pêche. Je continue d'œuvrer pour que les femmes aient des conditions de vie, de travail meilleures et qu'elles soient autonomes aujourd'hui, parce que le genre dans le secteur de la pêche reste, à l'heure du débat, reste important dans tout ce qui est comme document aujourd'hui qui sort au niveau des directives de la FAO, des politiques africaines, au niveau de toutes les décisions qui se prennent dans le secteur de la pêche. Les femmes sont à l'honneur. Je pense que c'est une victoire pour nous, c'est une victoire pour notre secteur, c'est une victoire pour notre union, pour notre coopérative, pour notre fédération, c'est une victoire pour toute la Côte d'Ivoire entière. En tout cas, ça a été un témoignage très inspirant. Merci beaucoup. Vous êtes parti du bas de l'échelle malgré vos diplômes. Et aujourd'hui, vous vous trouvez, comme vous le dites, au sommet d'une entreprise. Merci infiniment. Ce n'est pas terminé. Nous allons tout de suite écouter le témoignage. Non, pas le témoignage, plutôt les conseils du sage Kassi. C'est parti.